Madame Chami, à mon tour, je remercie aussi la Société marocaine de pédiatrie et aussi les organisateurs pour cette belle rencontre qui va nous permettre de discuter de plusieurs thématiques. Et moi, M. Afila m'avait demandé de parler des bronchopnéumopathies chroniques obstructives de l'enfant. En fait, en insistant surtout sur l'exploration et non pas sur la prise en charge thérapeutique, parce qu'on est encore là sur les explorations. On n'arrive pas encore à en fait identifier ces malades, et parce qu'au jour d'aujourd'hui, on continue à poser des questions en disant est-ce que la bronchopnéumopathie chronique obstructive existe chez l'enfant ou est-ce que c'est une maladie pédiatrique, alors qu'on est tous, je dis bien tous, ceci là, c'est bon. On est tous confrontés à ces bronchopnéumopathies chroniques obstructives, que ce soit en libéral, en ambulatoire et même au niveau hospitalier. C'est un gros problème, c'est un problème de santé publique. Elle est dite, c'est un tueur silencieux chez l'adulte. Comme on est confronté chez l'adulte à cette pathologie, et du coup, vous savez que les statistiques parlent d'une troisième maladie mortelle dans le monde et qu'on a eu presque 90% des décès surviennent avant l'âge de 70 ans. Le premier coupable, c'est le tabac. C'est pour ça que le 31 mai de ce mois, c'est la journée mondiale sans tabac. Et le 21 novembre, c'est la journée mondiale de la bronchopnéumopathie chronique obstructive, et qui est en fait où la prise en charge de l'adulte est surtout prédominante. Il y a une bronchopnéumopathie chronique obstructive, vous connaissez très très bien, que vous gérez chaque jour, et c'est la maladie asthmatique. Et donc, c'est une bronchopnéumopathie chronique obstructive, on va dire fonctionnelle, qui est due à des obstructions qui sont réversibles, soit spontanément, soit après prise en charge thérapeutique, en l'occurrence bédato-mimétique. Mais les bronchopnéumopathies chroniques obstructives, c'est un éventail très large de pathologies respiratoires qui va peut-être simuler la maladie asthmatique, mais qui n'ont pas de spécificité finalement clinique, avec une hyperréactivité bronchique réversible dans l'asthme, non réversible dans la bronchopnéumopathie chronique obstructive, associée à du remodelage bronchique, surtout dans l'asthme. Et dans l'histoire naturelle, est souvent différente des deux. Et les stratégies thérapeutiques, on en parlait encore, prise en charge thérapeutique de la bronchiolite, ce n'est pas encore clair. Ça se rejoint, mais on n'a pas une formule miracle. Voilà les deux pathologies. Alors, bronchopnéumopathie chronique obstructive, il y a de l'inflammation avec de l'œdème et rétrécissement des bronches, associé à une hypersécrétion des bronches qui entraîne de la suppuration et bien sûr l'encombrement trachéobronchique et après la destruction de l'armature bronchique. Et dans l'asthme, vous le connaissez très bien, c'est une bronche qui est inflammée, des cellules du mucus qui deviennent sécrétrices avec des épisodes de bronchoconstruction qui s'expriment par l'exacerbation ou la crise d'asthme. Le terme est peut-être revenu, la crise d'asthme. Alors là, c'est la maladie asthmatique. Il y a une évolution des concepts parce que pendant des années, on a dit l'asthme, c'est une maladie qui entraîne surtout des bronchoconstructions avec des exacerbations. Mais avec le temps, on s'est aperçu que c'est bon. On s'est aperçu que ce n'est pas une maladie seulement bronchique avec des contractions, c'est aussi une maladie de la cellule M qui sécrète le mucus, qui entraîne une hypersécrétion du mucus. C'est aussi une maladie neuronale avec une hyperréactivité bronchique qui provoque une bronchoconstruction, laquelle fait impliquer aussi le muscle lisse qui entraîne une hypertrophie, voire même une hyperplasie du muscle avec une néovascularisation, donc une pathologie vasculaire. Pourquoi j'en parle et je vous embête avec ça? Parce que au long cours, si les choses ne sont pas traitées, si la maladie asthmatique n'est pas bien traitée, on va arriver à des lésions où toutes les structures de la bronche y participent et ça entraîne un épuisement bronchique, dilatation bronchique, un asthme VI, une bronchopnéumopathie chronique obstructive, une vraie post-asthmatique. Par contre, dans la BPCO, on a une diminution du flux expiratoire, une diminution des débits aériens, entraînant une association d'emphysème et d'affection des voies respiratoires avec atélectasie. Donc tout ça
progressivement intervient ce qu'on appelle une bronchite chronique caractérisée par l'augmentation des sécrétions dont on en a parlé tout à l'heure, de façon chronique ou récurrente, suffisamment pour provoquer une expectoration. Et donc là, c'est la définition de l'adulte d'une bronchite suppurative ou d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est qu'il y a il y a une suppuration pendant un nombre de jours suffisant pour atteindre au minimum 3 mois par an, 2 ans de suite, 2 ans consécutifs, sans que ça soit qu'il y ait une pathologie connue, cardiaque ou pulmonaire d'autre origine. Ça, c'est l'adulte. Si on veut appliquer ces définitions chez l'enfant, ça va être difficile parce qu'on a un groupe d'enfants qui n'arrive pas à expectorer et il va garder ses suppurations. Donc, on ne peut pas appliquer ces définitions. Et c'est le groupe d'enfants qui et ça entraîne une suppuration avec des impactions mycoïdes à l'intérieur de bronches avec toutes les conséquences qu'il va en avoir. Donc, ces bronchopneumopathie chronique obstructive, en fait, c'est un éventail de pathologies. J'ai essayé de créer en fait cette intersection de cercles pour dire que l'asthme, maladie inflammatoire la plus fréquente avec un grand cercle, avec les bronchopneumopathies spécifiques. C'est quoi spécifique? Mais je l'ai considéré comme tout bronchite suppurative associée à des symptômes de signes en faveur d'une cause, avec une cause sous-jacente. Celle qui n'est pas spécifique, la bronchopneumopathie chronique obstructive, là, on ne retrouve pas d'étiologie. Et du coup, vous avez tout un paquet d'étiologies et de maladies qu'on verra à travers quelques cas cliniques. L'asthme, je passe rapidement pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et vous avez la définition que vous connaissez très bien avec la définition fonctionnelle dont a parlé M. Hassani, le vrai asthme avec les exacerbations, la crise qu'on reconnaît facilement, que vous reconnaissez vous tous, et avec une radiographie thoracique pendant la crise qui montre l'emphysème bilatéral et en dehors de la crise, en inspiration, en expiration, une image thoracique normale pour pouvoir retenir un asthme. Ça, vous le connaissez très, très bien. Parfois, ce n'est pas évident. Hein. On a des maladies asthmatiques avec quelques images pulmonaires. Il ne répond pas au traitement qui rend le diagnostic de l'asthme difficile. Et c'est pour ça que pour l'enfant de plus de 5 ans, on va céder par tout ce qui est argument clinique, l'atopie familiale, la présence de cas similaires dans la famille, une hypersensibilité retrouvée par les explorations allergologiques. Et pour le plus de 5 ans, c'est surtout une spirométrie, mesure de la réversibilité, et ce qui se fait chez nous au Maroc, le test à la métacholine. Et donc le diagnostic n'est pas facile, c'est sur l'ensemble de ces arguments. Il est encore plus difficile pour l'enfant en préscolaire, nous nourrissant. C'est vraiment la galère des fois quand vous avez un enfant qui siffle ou qui ne siffle pas ou qui fait des infections à répétition ou qui est tout le temps encombré. Je reprends l'Asthma Predictive Index qui a été abandonné à un certain moment, puis a été revu et réévalué et modifié. Mais finalement, quand on retrouve tous ces items-là, c'est ce qu'on fait chaque jour dans notre consultation. L'histoire, la famille, l'atopie, la présence d'asthmatiques dans la famille, la présence de sifflements auparavant, qui a été changé par 3 épisodes de sifflement après plus de 4 épisodes de sifflement. Les anglo-saxons sont encore plus intelligents. Ils ne parlent pas d'asthme du nourrisson, ils parlent de dyspnée sifflante, recurrent wheezer. Et donc, c'est pour vous dire la difficulté de retenir une maladie asthmatique. Et dans ce groupe de bébés de moins de 5 ans, il y a quand même quelques bronchopneumopathies chroniques qui ne sont pas des asthmes. Voilà. Donc, les bronchopneumopathies chroniques, on dit S comme multiple, S comme secondaire, S comme symptomatique d'autres pathologies. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un éventail de pathologies qui sont responsables de ces bronchopneumopathies chroniques obstructives. Elles sont caractérisées par quoi? Par une longue durée, une progression lente de la maladie, avec des épisodes d'exacerbation pulmonaire qui vont amener le malade à la consultation, qu'elle soit en ambulatoire ou là en hospitalier, dans les urgences hospitalières, qui nécessitera souvent une hospitalisation. Et c'est là où on découvre la bronchopneumopathie chronique obstructive. Il y a une limitation aiguë ou permanente du flux d'air avec une altération significative de la qualité de vie, aussi bien pour l'enfant que pour les parents, puisqu'il y a l'absentéisme professionnel associé. Principal symptôme, c'est la toux.
la toux chronique. Et pour un enfant qui arrive à expectorer, c'est les expectorations, c'est la fameuse bronchorrhée qu'on cherche matinale. Mais attention, un enfant qui ne crache pas, qui n'a pas de bronchorrhée, n'élimine pas une bronchopneumopathie chronique obstructive. Deuxième caractéristique, ils font des dilatations de bronches dans la plupart des cas. Voilà, je passe sur l'inflammation avec les sécrétions d'ocytokines qui pérennisent tout ce qu'on a vu comme phénomène inflammatoire. Les diagnostics élaborés nécessitent une collaboration entre les centres spécialisés avec des bilans hyper sophistiqués et l'expertise d'un pneumopédiatre. Et on est en perpétuelle collaboration avec les pédiatres en ambulatoire. Ça, je trouve que c'est un très beau graphique qui montre l'âge où on pourrait diagnostiquer ces pathologies. La bronchodysplasie bien avant, dans la période de 2 mois à 6 mois, avec l'historique très caractéristique. Tout ce qui est pathologie constitutionnelle, génétique, la dyskinésie ciliaire primitive et la mucoviscidose, et puis les autres pathologies qui vont intervenir. Donc, je passe rapidement vers les signes cliniques. Quand est-ce qu'il faut investiguer une bronchopneumopathie chronique obstructive? C'est cet enfant dit asthmatique ou qui siffle de façon récurrente, mais qui ne répond pas au traitement que vous avez proposé et qui a un intervalle intercritique symptomatique avec une image thoracique anormale associée à des signes insolites. Et je vous laisse prendre en photo ces signes insolites qui vont des signes d'insuffisance respiratoire chronique jusqu'à un retard staturopondéral, des anomalies d'auscultation persistante entre les crises avec des douleurs thoraciques. Donc, exacerbation, on a vu que ça peut être les infections bactériennes et les infections virales. Et je passe au cas clinique pour dire à quoi il faut penser. Je donnerai l'exemple de ce petit Hussam âgé de 9 ans qui a été suivi à SFI pour une dyspnée sifflante traitée comme asthme depuis l'âge de 3 ans et qui arrive chez nous parce qu'il est en congé. Il arrive à l'hôpital parce qu'il est en exacerbation de dyspnée sifflante. Il est nébulisé, on l'examine, on retrouve des choses intéressantes. Notez un frère décédé à J3 de vie, à la période néonatale, et une sœur qui se plaint de la même symptomatologie. Donc des signes de rétraction respiratoire et sur l'examen clinique et la radio, on a une dextrocardie et vous avez sur le scanner dilatation de bronches. Et c'est un enfant qui n'arrive pas à expectorer. Il a été traité comme rhinite allergique parce qu'il avait un écoulement nasal, mais c'est un écoulement nasal en rapport avec des polypes dus à cette dyskinésie ciliaire. Voilà. Donc la toux grasse chronique est une circonstance de découverte fréquente de bronchopneumopathie chronique obstructive et l'association expectoration mucopurulente avec des signes insolites que vous avez vus tout à l'heure doit nous pousser à chercher une étiologie. Voilà, retenez la dyskinésie ciliaire primitive. Deuxième cas, c'est la petite Nadia, âgée de 15 ans et qui a souffert depuis l'âge de 3 ans de douleurs abdominales répétées. Et depuis l'âge de 11 ans, elle est en errance diagnostique entre médecin généraliste, pneumo-adulte et pédiatre. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une dyspnée sifflante au repos et maintenant à l'effort, elle n'arrive pas à marcher, elle n'arrive pas à monter les escaliers et même sifflement persistante. Et donc, voilà, la radio, ça ressemble à la distension pulmonaire de l'exacerbation d'asthme, mais là, on a une radio qui a été faite en dehors de l'exacerbation avec un syndrome bronchique et des images nodulaires. Et vous voyez le scanner, dilatation de bronches, des images kystiques, hypocratisme digital, et c'est la recherche de mutation qui a permis de mettre en évidence la mucoviscidose que vous connaissez très bien. Yakout, qui est âgée de 6 mois prématuré, et là, on sait très bien qu'elle avait un décès du frère, hospitalisation en réanimation, oxygénothérapie pendant 1 mois et demi. Donc, vous avez une image radiologique, troubles de ventilation, avec des troubles de ventilation sur le scanner, des images d'atélectasie et intervalle d'emphysème pulmonaire, et donc, diagnostic bronchodysplasie pulmonaire chez un prématuré. Voilà l'une des diagnostics. Mohamed Ryan, c'est un enfant âgé de 7 ans qui est suivi pour asthme depuis l'âge de 4 ans sous corticothérapie inhalée. Notion de plusieurs épisodes de dyspnée sifflante. En ce moment, il n'a plus d'intervalle intercritique asymptomatique. Il est tout le temps symptomatique. Il arrive chez nous dans un tableau d'exacerbation avec de la fièvre, des signes de lutte respiratoire, un syndrome de condensation au niveau de l'émission pulmonaire gauche. Regardez, on retrouve un syndrome d'épanchement, une petite réaction pleurale, à ne pas induire en erreur avec une pleurésie. 20 jours plus tard, persistance, même sous antibiotiques, de l'image pulmonaire. On fait un scanner, on nous dit poumon détruit,
Alors que finalement, on a une sémiologie d'atélectasie, on fait une bronchoscopie. J'ai fait une bronchoscopie, on retrouve un matériel qui bouche un petit peu la branche lobaire gauche, toute la branche lobaire gauche. C'est des moules bronchiques et l'analyse anatomopathologique montre en fait des cristaux de Charcot-Glading en faveur de la bronchite plastique. Je n'allais pas en parler parce qu'elle est dite rare, mais dans la littérature, il est cité comme étiologie de bronchopneumopathie chronique obstructive chez l'enfant. Et moi, personnellement, ça c'est un malade de 2017, depuis quelques années, on en voit, chaque année, on entend 3, 4 à 5 qui arrivent à l'hôpital et qui nécessitent une bronchoscopie de désobstruction, puisque c'est des malades qu'il faut désobstruer. Donc, faites attention aux malades asthmatiques. Et ça survient sur un terrain d'asthme. Et certaines écoles pensent à un asthme éosinophilique tellement qu'ils font des obstructions bronchiques et j'en vois de plus en plus. Donc un syndrome bronchique qui montre un syndrome obstructif sur l'EFR. Voilà, les bronchectasies qui répondent à d'autres étiologies, on en a aux infections virales, la rougeole et la coqueluche, et aussi les inhalations de corps étrangers, et certaines bronchopneumopathie chronique obstructive qui accompagnent les malformations, à savoir la fistule artério-œsogastrique. Salma, je passe rapidement, c'est aussi une enfant qui est traitée comme asthme. C'est une coloc qui me l'a envoyée pour un avis. Finalement, elle ne répond pas au traitement anti-asthmatique, elle est tout le temps malade. Elle n'arrête pas de passer les nuits dans les urgences hospitalières. On l'hospitalise, on fait tout un bilan, on retrouve, regardez la radiothorax, une distension pulmonaire, mais il y a quand même un syndrome bronchique à des images aréolaires avec un scanner qui ne montre pas beaucoup de dilatation de bronches, mais elle est encore jeune avec des épaississements bronchiques. On a fait tout un bilan dans la sérologie VIH. Là, c'est un ECBC pour chercher les germes qui colonisent ces bronches-là, mais le bilan immunologique retrouve un déficit en lymphocytes CD4 et CD3 qui exprime éventuellement une immunodéficience responsable d'infections à répétition. Voilà. Rapidement, je passe sur ce petit de 28 mois qui est admis pour une infection bronchiolite sévère avec des sifflements. Et puis après, on fait une PCR positive à l'adénovirus. Et déjà sur la radio de poumon, remarquez qu'il y a une distension pulmonaire avec des zones d'hyperclarté au niveau des bases et même au niveau de l'apex. On fait un scanner, vous avez l'aspect mosaïque qui vous donne la définition d'une séquelle pulmonaire de virus ou ce qu'on appelle la bronchiolite oblitérante qui parfois peut s'organiser en pneumonie en laissant des atélectasies par endroit. Je passe sur la définition jusqu'à les critères pour retenir cette bronchiolite oblitérante ou ces séquelles pulmonaires de virus avec des antécédents d'infection virale sévère avant l'âge de 3 ans, une preuve d'obstruction persistante sur le va respiratoire avec la radiothorax et le scanner, des résultats qui montrent en fait l'aspect en mosaïque très caractéristique qu'on arrive facilement à voir sur la TDM à haute résolution. Et bien sûr, il faut éliminer toutes les autres étiologies qu'on vient de voir. Voilà, donc on a parlé de l'asthme, on a parlé de bronchopneumopathie chronique spécifique. Eh bien, il y a la bronchopneumopathie non spécifique qui est similaire à celle de l'adulte. Seulement celle de l'adulte, elle est secondaire au tabagisme, mais on sait même que chez l'adulte, un tiers des bronchopneumopathies chroniques obstructives ne sont pas d'origine tabagique. C'est des personnes qui n'ont jamais fumé. Et de là, les études de cohorte ont permis de déterminer une bronchopneumopathie chronique obstructive non spécifique dans laquelle interviennent deux composantes, deux aspects. C'est la composante génétique, ça veut dire une prédisposition génétique avec cette bronchopneumopathie chronique obstructive et les agressions environnementales. Voilà, donc c'est ça. On a quand même quelques personnes qui portent ces gènes-là et qui vont être confrontées, par exemple, à une naissance prématurée, c'est la bronchodysplasie, à du tabac, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive du sujet adulte, sinon un déclin de la fonction pulmonaire avec l'âge sans qu'il y ait une agression. En parlant de la bronchopneumopathie chronique chez l'enfant, en disant il ne peut pas la faire parce qu'il n'est pas fumeur, mais si une maman qui fume fait fumer son fœtus. Encore plus, je vais vous parler d'un phénomène transgénérationnel. On va supposer que cette maman et ce bébé, c'est un fœtus féminin. Alors, les études de cohorte, surtout au
dans les pays norvèges, ils ont fait une étude de cohorte sur plusieurs générations. Ce qui ressort, c'est que cette maman qui va donner naissance à une fille, cette fille va donner naissance à des garçons. Les garçons de la 3e génération sont susceptibles de faire une bronchopneumopathie chronique obstructive type asthme ou non spécifique parce que la grand-mère est fumeuse. C'est l'effet de l'épigénétique. Les épigénétiques, c'est tous les phénomènes qui entourent les gènes. Et du coup, on parle maintenant de le début précoce des bronchopneumopathie chronique obstructive. J'y suis, hein. 2 minutes, j'y suis. Je te prends les 7 minutes que tu as laissées tout à l'heure. Non. C'est la discussion. Alors, l'origine précoce de ces bronchites chroniques obstructifs par les phénomènes anténataux. Eh bien, les phénomènes anténataux, je passe rapidement, c'est surtout, c'est à partir des 1000 premiers jours de la vie, les 9 mois de gestation jusqu'à les 2 premières années. Là, il sera confronté à des phénomènes qui vont agir sur les tissus et le développement d'organes, l'influence de l'épigénétique et l'exposition nuisible. Je reviens à ce qu'a dit Hassan Afilal tout à l'heure. Le prématuré, regardez, quand il naît après 26 semaines, il a quand même la progression des bronches et des alvéoles, elle est complètement tronquée. Il ne continue pas à ajouter à ça toutes les agressions qui vont suivre. Vous allez voir que ça entraîne un retentissement sur le développement et la fonction pulmonaire. Donc ça c'est un schéma que j'aime bien parce qu'il résume tout ce qu'on vient de dire. En anténatal, la maman qui fume, et puis son alimentation aussi, les phénomènes épigénétiques dont je vous ai parlé, l'exposition à la pollution atmosphérique et au tabac, et bien sûr la prédisposition génétique. Tout ça va entraîner un dérèglement immunitaire et qui va générer de l'asthme ou de la bronchopneumopathie chronique obstructive. Voilà, je passe sur les infections virales dont on a bien parlé ce matin pour dire que l'infection virale, avec tout ce qu'on a dit, peut entraîner une trajectoire différente de la fonction pulmonaire en fonction de tous ces éléments-là. Et je vous laisse retenir ces caractéristiques. Et en résumé, pensez à la bronchopneumopathie chronique obstructive. Il faut y penser quand vous avez des signes clinique insolite. Le bilan à faire, je vous laisse prendre ça, c'est tout ce qu'on a vu, la radiothorax, la TDM thoracique, les immunoglobulines, sous-typage lymphocytaire, un test de la sueur, un bilan allergologique, de la fibroscopie bronchique avec biopsie et bien sûr une évaluation de la spirométrie plétismographie pour voir la fonction pulmonaire. Et vous voyez là, très caractéristique, rien qu'avec un clin d'œil, vous allez voir cet aspect concave, un trouble ventilatoire obstructif sévère, qui ne répond pas à la bronchodilatation, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Si elle répond, c'est de l'asthme, il faut un bilan de retentissement. Et voilà, j'ai terminé en vous invitant à la Journée mondiale de l'asthme organisée par l'Association marocaine de pneumologie d'allergologie pédiatrique. C'est free, venez nombreux le 20 mai à l'hôtel de Vieux à Rabat. Merci.